bonjour à tous. Très heureux d'être là aujourd'hui et de vous saluer nombreux. Alors, Madame la Présidente, un Américain célèbre a dit un jour « J'ai un rêve ». Nous, centristes girondins, nous avons plus qu'un rêve, nous avons une volonté, une ambition, mais aussi une exigence parce que c'est une urgence, c'est guérir de tous ces maux notre pays qui souffre d'ankylose, d'impuissance, mais aussi de fractures territoriales et sociales. Alors, les récentes crises sanitaires et celles des Gilets jaunes ont été révélateurs de la performance des collectivités, de l'agilité des élus locaux, mais aussi de la pertinence d'une complémentarité entre un État régalien et les collectivités qui sont centrées sur l'action. Alors, nous sommes persuadés, Madame la Présidente, que les territoires ne sont pas un problème, mais qu'ils sont la solution, car les élus sont de constants inventeurs de solutions. Ils n'ont pas le choix. Le président Larcher dit qu'ils sont à portée d'engueulade, mais ils sont surtout à portée de solutions, car ils sont condamnés à trouver des réponses pour satisfaire les besoins de leurs concitoyens. Faut-il citer des exemples ? L'ouverture des écoles, l'organisation des centres de vaccination sont le fait des élus locaux qui se sont pleinement engagés. Alors, notre République, elle est une et indivisible, mais nous savons qu'elle est forte de sa diversité. Je voudrais saluer ma collègue Lana Tetuani, qui représente ici l'outre-mer, et nous savons que l'outre-mer, les territoires ruraux et les territoires urbains sont à la fois la réalité de la France, mais ils sont aussi sa vérité, car je crois que nous ne pouvons garantir une efficacité de l'action publique si nous ne prenons pas le pouls de la culture, de la géographie et de l'histoire de ces territoires. De ma Bretagne à la Polynésie, en passant par la Corrèze, l'Alsace et en traversant la région Île-de-France, nous savons que cette France, elle apporte beaucoup de richesses et qu'elle est celle des innovations et des solutions. Français nous sommes, et Girondins nous sommes, et Girondins nous pensons que l'avenir se fera ainsi. Alors, notre ambition, c'est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre et jusqu'au dernier citoyen. Mais comment ? À partir d'un État centré sur ses compétences régaliennes et des élus libres et responsables, avec quelques principes très simples. Ce principe qui est un jargon, mais que tout le monde connaît, celui de la subsidiarité. Laisser faire au bon niveau ce qui doit être fait. Quelques principes auxquels nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Qui décide paye. C'est-à-dire que les élus locaux ne sont pas des sous-traitants. Eux doivent pouvoir décider. Et qui est responsable a les ressources et les moyens. Je donnerai un exemple qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est celui des gestionnaires de collèges et de lycées. Comment peut-on demander aux présidents de région de respecter des obligations en matière d'alimentation, et certainement que Laurent en parlera, quand eux, ils dépendent pour faire ça de gestionnaires de collèges et de lycées. Alors, si on peut être juste, pratique et efficace, ça nous irait bien. La France des territoires, nous pensons que c'est celle des faiseurs, et c'est vraiment une France forte. Alors, l'action publique, elle est déréglée, parfois même, elle déraille. Et nous pensons avec beaucoup de sérieux, Madame la Présidente, que... alors, on les constate, tout le monde le fait, on fait des colloques, on fait des forums sur « ça ne marche pas bien ». Bon, alors maintenant, je pense qu'on a tous compris, et qu'en tout cas, il est temps que ceux qui ont la volonté d'agir et de réussir pour guérir ce pays agissent. Alors, on dit toujours qu'il y a 100 jours pour agir pour un président ou une présidente de la République. Alors, Madame la Présidente, voilà ma question. Allez-vous enfin libérer nos collectivités et les élus locaux de tous les interdits, de tous les obstacles, de carcans qui font qu'ils sont plus contraints qu'ils peuvent innover? Et nous pensons, Madame la Ministre, que c'est très simple. Il ne faut pas 50 lois. Il faut changer l'esprit, il faut avoir une loi qui permet, qui autorise plutôt qu'elle impose. Les élus locaux, encore une fois, ils font de l'innovation tous les jours, de manière très ordinaire, c'est fabuleux, la France des territoires, elle marche. Alors si on les laisse faire ça, d'abord l'État s'attirera moins d'ennuis, parce qu'il sera
sur cette compétence et ça marchera très bien. Alors, allez-vous dans les 100 jours, Madame la Présidente, lancer une loi qui n'est pas simplement une loi de décentralisation, mais aussi de déconcentration. Peut-être que ce n'est pas la peine pour ouvrir un centre de vaccination de demander l'avis du ministre de la Santé. Peut-être que pour la médecine scolaire, on serait plus efficace si on donnait ça au département. Donc, pouvons-nous laisser inventer? Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Chère Valérie, la France est un pays de paradoxes. On est de très loin le pays le plus centralisé de l'Union européenne, à part peut-être Malte et Chypre. Et pourtant, Françoise vient de le dire, les élus les plus populaires du pays, ceux qui ont le degré de notoriété le plus élevé, à plus de 50%, ce sont les élus les plus proches de nos concitoyens, ce sont les maires. Et cette crise sanitaire a également montré combien les régions, et celle que tu présides en est un vivant exemple, les départements, les communes, ont été d'une efficacité redoutable pour agir dans l'urgence à la place d'un État, disons-le, empêché. Pourtant, malgré cette proximité, malgré cette efficacité, les lois de décentralisation, depuis leur création dans les années 80, ont été accompagnées d'un renforcement du contrôle de l'État sur les collectivités locales. Et nous le vivons tous au quotidien. Mais c'est sous le mandat d'Emmanuel Macron, c'est sous ce quinquennat, Valérie, que le coup le plus dur a été porté aux collectivités locales, puisqu'on nous a supprimé notre capacité de mener des politiques publiques en nous enlevant la liberté fiscale. La taxe d'habitation pour les communes, la CVAE pour les régions. Et d'autres pourraient suivre encore. Pourtant, on n'a jamais eu autant besoin de rapprocher la prise de décision politique de nos concitoyens. Et il faut, comme le disait si justement un autre Valérie, qui a visé avec succès l'Élysée, que nous souhaitons de tout cœur, Valérie, il faut qu'un maximum d'opposition et de conflits sociaux soit réglé à un étage inférieur de la vie démocratique. Valéry Giscard d'Estaing, il y a une 50aine d'années. C'est pourquoi, à l'UDI, nous avons une volonté, Françoise l'a dit tout à l'heure, d'instaurer une liberté locale puissante et audacieuse. Je sais que tu aimes le mot « puissant ». L'autosaisine par les collectivités des compétences de leur choix sur le modèle suisse. Lorsqu'une collectivité fera la demande de transfert d'une compétence, l'État la lui délèguera par convention, en excluant bien sûr tout ce qui concerne le régalien. Nous savons tous, Valérie, qu'une véritable décentralisation ne pourra reposer que sur ce principe de subsidiarité ascendante. Car si on attend que l'État central rompe avec sa logique, disons même son ADN jacobino-concentro-centraliso-orienté, on pourra attendre l'élection présidentielle de 2062. Et c'est d'ailleurs en suivant cette logique que le groupe UDI à la région Île-de-France a proposé il y a quelques semaines un vœu pour expérimenter la régionalisation de l'ensemble du système de santé, vœu que tu as voté avec toute la majorité régionale. Alors, cette régionalisation de la santé permettrait d'expérimenter des solutions de rupture qui sont bloquées depuis des années au niveau national. Prenons l'exemple d'un changement de bon sens que personne n'a le courage de mettre en œuvre au niveau national. Instaurer une obligation de présence dans les déserts médicaux d'une durée de 3 ans pour les jeunes médecins. C'est d'ailleurs ce que propose le groupe UDI à l'Assemblée nationale. Que penses-tu de cette proposition concrète, Valérie, et plus largement de la révolution girondine que nous appelons de nos voeux? Valérie, il faut que ce quinquennat soit celui d'un choc de décentralisation. Je sais que tu aimes le mot « choc », pour que les élus locaux retrouvent enfin toute leur liberté d'agir et leur liberté fondamentale, la liberté fiscale, parce que n'oublions pas que cette liberté nous permet de mener des politiques au service de la vie quotidienne de nos concitoyens et de renouer, de maintenir un lien social qui, disons-le, a été très distendu au cours des 10 dernières années. En un mot, Valérie, es-tu prête à être le premier chef d'État girondin et décentralisateur du XXIe siècle? Je crois que Laurent veut parler d'école, mais comme déjà, Françoise en a un petit peu parlé, je ne veux pas répondre 2 fois à la même question, peut-être l'école. Je continue. Chère Valérie, d'abord, permets-moi de t'appeler Madame la Présidente, parce que comme nous sommes en Île-de-France, on peut t'appeler Madame la Présidente, et puis surtout,
je trouve que Madame la Faut Présidente... commencer à s'habituer. Ça te va très bien. Alors moi, je voudrais effectivement aborder deux sujets qui me tiennent à cœur, mais qui nous tiennent à cœur ici à l'UDI, qui est la question de l'école et de l'enseignement supérieur. Alors évidemment, sur l'école, il y aurait beaucoup à dire, et je sais que tu as beaucoup à dire. Je vais continuer dans le prisme territorial pour aborder cette question de l'école. Je ne vais pas parler du collège, je ne vais pas parler de l'acquisition des savoirs, mais je vais parler de l'ancrage local de l'école et des responsabilités et des moyens des acteurs locaux, qu'ils dépendent de l'État, qu'ils dépendent du ministère de l'Éducation nationale ou qu'ils dépendent évidemment de nos collectivités locales. Le système est très pyramidal, on le sait, et on l'a vu, comme parfois cela peut conduire à des absurdités, comme il y a encore quelques jours avec un protocole sanitaire qui n'était pas applicable en l'état, et il suffisait d'interroger les acteurs locaux pour s'en apercevoir. Moi, je voudrais t'interroger sur quelques pistes d'évolution qui nous semblent essentielles pour responsabiliser davantage les acteurs locaux. Encore une fois, éducation nationale, en réalisant enfin cette déconcentration qui n'a jamais été vraiment réalisée et en donnant plus de moyens aux responsables de l'éducation nationale sur notre territoire. Sur le recrutement, faire en sorte qu'un chef d'établissement, un inspecteur d'académie ou une inspectrice d'académie ait davantage de moyens pour recruter les enseignants, recruter dans le cadre de la fonction publique, mais aussi en dehors, à travers les postes à profil, des gens qui, de par leur expérience professionnelle, peuvent apporter un enseignement de qualité sur des sujets comme l'économie en lycée ou d'autres. Donner davantage de moyens aussi sur la gestion des ressources humaines à travers une partie du régime indemnitaire, faire en sorte que les enseignants, selon leur implication, puissent avoir des incitations financières qui soient plus significatives, et pour ça, que ce ne soit pas exclusivement géré au niveau national, mais aussi au niveau local. Gérer les remplacements de manière plus pertinente en donnant davantage de moyens aux rectorats et aux académies. On voit comme cette question des remplacements est une question lancinante et qui n'est jamais réglée de manière satisfaisante, notamment à cause des blocages sur les recrutements. Et puis, côté collectivité locale, Françoise a abordé la question des gestionnaires d'établissements, de collèges et de lycées et de leur transfert aux départements et aux régions. Je sais que c'est un sujet sur lequel, évidemment, tu as travaillé. Moi, je voudrais aborder aussi la question de la médecine scolaire, dont on sait qu'elle est largement défaillante dans de nombreux établissements. Et là aussi, de regarder le transfert aux départements qui ont une compétence large dans le domaine social. Et puis aborder aussi un point qui, de notre point de vue, est essentiel, c'est le soutien scolaire. On sait que l'école est aussi le lieu où se créent les différences, notamment quand elles sont d'origine sociale, et la nécessité de concevoir le soutien scolaire de manière plus forte en termes de politique publique, de faire en sorte que quand un enfant décroche, il y ait une aide plus structurée, plus marquée au niveau du soutien scolaire. Et puis, désolé d'être un peu rapide sur tous ces sujets, mais je voudrais aborder aussi la question de l'enseignement supérieur, terme dont on parle relativement peu, alors qu'il y a près de 3 millions d'étudiants en France qui sont l'avenir de notre pays. Je voudrais l'aborder à travers deux propositions que nous faisons. Je suis sûr que l'une, évidemment, va te parler tout de suite, puisque tu es à l'origine de l'autonomie des universités à travers la loi que tu avais conçue et fait voter. On s'aperçoit aujourd'hui que d'abord, cette loi, elle fait maintenant consensus et elle est incontournable, mais des approfondissements peuvent être apportés. Et je voudrais en suggérer deux devant toi. D'abord, la question de la gestion du parc immobilier des universités. Faire en sorte que les responsables universitaires puissent avoir la main sur la gestion de leur parc immobilier. Et puis là aussi, la question du recrutement. Donner davantage de marge de manœuvre statutaire au recrutement de la part des présidents et présidentes d'université. Et deuxième piste que je voudrais évoquer, piste qui m'est chère. Nous avons fait au Sénat, il y a quelques semaines, un rapport sur toutes les politiques d'accompagnement à destination des étudiants. On sait qu'ils ont été fortement atteints par la crise de la Covid, notamment sur des problématiques que nous savons qui les fragilisent depuis de nombreuses années, mais qui là ont atteint un certain paroxysme, la question du logement, la question de la santé, la question alimentaire. Et nous avons préconisé, plutôt que de construire ces grandes universités métropolitaines
qui font que l'ensemble des étudiants français se dirigent vers ces grandes métropoles, évidemment l'Île-de-France, mais aussi Lyon, Marseille, Bordeaux, et s'éloignent de leur famille, de développer des métropoles d'équilibre, des universités d'équilibre, des universités de proximité dans les villes moyennes, en s'appuyant sur le fait qu'on peut très bien faire une licence à proximité de chez soi, plutôt que d'aller dans les grandes métropoles et, en revanche, au niveau du master, peut-être s'éloigner, mais avec 3 ans de plus et de la maturité en plus, c'est moins vécu comme une rupture et les difficultés sont moins fortes. Voilà quelques-unes des propositions que nous te formulons. Merci à tous les trois. Alors, on est vraiment très très en ligne parce que, comme vous le savez, moi, mon objectif, c'est vraiment de réformer l'État et de le faire lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui dans une hyper-bureaucratisation de la société qui n'est juste plus possible et qui nous met des boulets aux pieds. Je ne sais pas si vous avez vu le programme de gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz. Il prévoit de diviser par 2 la durée de toutes les procédures administratives en Allemagne. Ben, je vous le dis, mes amis, si jamais nous-mêmes, nous ne faisons pas ce grand mouvement de débureaucratisation et de rapprochement des politiques du terrain, on ne créera plus un emploi en France. Et la désindustrialisation qui fait que nous avons déjà 95 milliards de déficit commercial, nous sommes le seul grand pays d'Europe à avoir autant de déficit commercial, eh bien, ça ne va pas s'améliorer. Donc la débureaucratisation est un impératif. Et de ce point de vue, c'est une promesse vraiment non tenue du président de la République, puisqu'il avait dit qu'il serait pro-entreprise. Aujourd'hui, la bureaucratie étouffe. Elle étouffe les entreprises, mais elle étouffe aussi les collectivités. Et en étouffant les collectivités, elle étouffe tous ceux qui veulent créer ou entreprendre. Les permis de construire, la construction, c'est 20% de coûts supplémentaires en France, c'est 6 mois au moins de délais supplémentaires. Combien de grands projets sont aujourd'hui bloqués ? Enfin bref, vous connaissez ces réalités, je ne vais pas vous les décrire, mais évidemment, pour moi, la façon d'à la fois baisser notre pression fiscale, on est champion du monde des impôts, et pourtant nos services publics ne vont vraiment pas bien. L'école, la justice, la santé. Donc moi, j'ai 3 priorités: éduquer, protéger, soigner. Mais pour réussir à remettre des moyens supplémentaires, alors qu'on est déjà champion du monde des impôts, il va falloir baisser la dépense ailleurs. Et tous ceux qui disent le contraire mentent aux Français. Mentent. Et moi, je dirais la vérité. C'est peut-être pas la vérité que les Français auront envie d'entendre, mais moi, je la dirais. Il va falloir débureaucratiser. La décentralisation est un outil extrêmement puissant pour faire sauter les doublons, et pour faire sauter les surnormes, et pour faire sauter les procédures qui ne servent à rien. Pourquoi ? Parce que le maire, il est à portée d'engueulade. Et parce que comme il est à portée d'engueulade, quand il y a un blocage, il débloque tout de suite. Voilà. Et les agents territoriaux, ils doivent avoir des résultats. Parce qu'ils sont tout près du terrain, ils sont obligés d'avoir des résultats. Et c'est pour ça que le maire est l'élu le plus populaire. C'est parce qu'il est obligé d'avoir des résultats. Et de les avoir en général dans la durée d'un mandat s'il peut. Donc voilà, donc ça l'oblige à aller vite. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Moi je suis d'accord avec pratiquement tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut effectivement consacrer le droit à la différenciation, le droit à l'expérimentation, le principe qui décide paye. Enfin, moi je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'ouvrir complètement les espaces de liberté pour que les collectivités puissent prendre. Je suis très intéressée par l'idée de la subsidiarité ascendante, même si, il faut quand même faire attention, on a quelques élus qui sont un peu moins performants que d'autres. Donc il faut coupler ça avec l'évaluation des politiques publiques. Et c'est très important, parce qu'il peut y avoir des missions qu'on confie à un élu ou à une collectivité qui les remplit mal, mais même si elle le demande. Voilà, on est à Vincennes ici, on n'est pas à Paris. Typiquement, moi je pense que le périphérique devrait redevenir sous compétence régionale, vous voyez ? Bon. Donc il y a des compétences qu'il ne faut pas forcément donner. Mais après, il faut évaluer.
faut évaluer. Mais je trouve que l'idée est bonne. En tout cas, l'idée de dire plus on est près du terrain, meilleure sera la politique, c'est une évidence. Et on l'a vu au moment d'ailleurs de la crise Covid. Ça a été à chaque fois que l'État a voulu faire tout seul, on s'est pris avec l'ARS des délais qui étaient inutiles. Bon. Régionalisation des ARS, vraiment oui, oui, absolument. Sur la lutte contre les déserts médicaux, moi j'ai une autre proposition à vous faire, parce que je suis favorable à la liberté d'installation médicale et je pense que cette liberté, elle est consubstantielle avec l'idée de profession libérale. J'ai beaucoup de mal à aller contre. En revanche, je propose que tous les médecins de médecine générale, les étudiants qui sont formés, ils ont 3 ans de spécialité alors que les spécialistes ont 4 ans. Je propose de leur mettre une 4e année de formation en spécialité de médecin junior, de docteur junior, entièrement réalisée dans les territoires carencés, en ville et à la campagne. Pendant 1 an, ils iraient dans des maisons médicales. Et du coup, ça ferait 4000 jeunes généralistes supplémentaires dans les maisons médicales Alors, ce sera 2025, parce que ce sera pour les formés qui entreront en formation en 2022, mais je pense qu'on peut le proposer avec des incitations financières dès 2022 pour la promo qui sort en novembre 2022. Et l'idée, ce serait qu'ils soient rémunérés, évidemment, à l'acte et qu'ils aient une vraie incitation financière. Voilà. Alors, je regarde parce que j'ai tout noté. Sur l'école, alors j'ai entendu Françoise nous dire qu'il fallait que les gestionnaires des collèges et des lycées passent, mais évidemment au niveau du département et du lycée, la médecine scolaire, évidemment. Moi, de toute façon, je suis pour que les départements prennent des compétences en bloc sur le médico-social. C'est juste pas possible qu'on ait la compétence des personnes âgées, de l'allocation personnalité et d'autonomie, et qu'on n'ait pas la compétence d'ouvrir ou pas un EHPAD. Voilà. Donc sur tous ces sujets-là, il y a des vrais blocs de compétences à faire. Alors, je sais que les départements sont un peu inquiets d'avoir une candidate qui est présidente de région, mais qu'ils ne s'inquiètent pas. Il y a du boulot pour tout le monde. Et au contraire, je pense que d'ailleurs, l'agrandissement du territoire des régions, qui est le fruit de la politique de François Hollande, a complètement relégitimé le département comme échelon de proximité, totalement. Et là, j'ai une petite différence avec mon ami Xavier Bertrand, c'est que je ne suis pas favorable au conseil territorial, parce que je pense que les régions ont une autonomie qui leur est propre, qui est une autonomie politique avec la proportionnelle, qui est très précieux pour diriger une grande région, la proportionnelle, parce que ça permet vraiment d'avoir tout le spectre des opinions politiques dans un conseil régional, et ça permet d'entendre tout le monde, et ça permet de mener des politiques beaucoup plus consensuel, même quand on a des décisions stratégiques à prendre. En revanche, je pense que le département a un atout qui est extraordinairement précieux, c'est le canton, et c'est le fait que les conseillers départementaux sont élus au plus près du terrain et qu'ils sont vraiment, j'allais dire, dans le domaine du social, on ne peut pas ne pas avoir cette proximité du terrain. Donc c'est pour ça que je suis pour qu'on garde les 2 collectivités. Alors, sur l'école, moi je pense que la situation est très grave. La situation est très grave. C'est un trésor national qu'on est en train de laisser s'affaisser en silence et se fissurer en silence. Et si on continue comme ça, enquête PISA après enquête PISA, et avec une réforme du bac qui a aussi affaibli les mathématiques, il faut quand même le dire, la France, dans 10 ans, ne sera plus la France, parce qu'on n'arrivera pas à amener vers les métiers de l'enseignement les meilleurs d'une génération. Et il faut rendre leur attractivité à ces métiers, comme il faut rendre leur attractivité aux métiers du soin. Donc comment est-ce qu'on fait ? Moi, je suis tout à fait d'accord pour ouvrir le corps enseignant à la société civile, vraiment, et à faire des contrats de service public de 5 ans pour amener dans les écoles des forces vives. Mais je suis aussi pour la régionalisation du CAPES. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire à un jeune d'une région, mettons de Nouvelle-Aquitaine, qu'il va passer un concours national et qu'on va l'emmener, et c'est un bizutage institutionnalisé, dans les quartiers les plus difficiles de la République. Ça n'est plus possible.
Il faut que dans ces quartiers les plus difficiles, on ait des écoles autonomes avec liberté de recrutement et des vrais salaires et des vraies primes pour les enseignants qui s'engageront volontairement à venir servir dans ces quartiers avec des défis sociaux et scolaires qui sont les plus grands. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire ce pari de l'autonomie, ce pari de ce que j'ai appelé les écoles libres innovantes. Des écoles publiques innovantes, totalement 100% autonomes dans les territoires ruraux et dans les quartiers populaires, dans les endroits où nous avons les défis éducatifs les plus importants à relever, avec une autonomie totale. Et 4 contrats, un contrat avec l'État, un contrat entre l'établissement et les enseignants, un contrat aussi avec les familles et un contrat avec les collectivités locales. Et comme ça, on aura vraiment tous les partenaires. J'appelle ce projet Nation éducative. Je veux que toute la nation se lève pour l'école. Alors je suis totalement d'accord aussi avec l'idée que... Alors ça va évidemment avec l'évaluation, toujours, des établissements, la mutualisation des bonnes pratiques. Et je veux aussi qu'il y ait un budget d'autonomie dans tous les établissements, collèges et lycées pour pouvoir générer des innovations pédagogiques. Donc vraiment, je fais le choix, après l'autonomie de l'université, de l'autonomie scolaire. Et puis, je veux aussi créer un service public du soutien scolaire. Donc vraiment, on va vraiment dans le même sens tous. Je veux faire une réserve éducative nationale, comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale. Et cette réserve éducative, on la rémunérera pour faire du soutien scolaire gratuit pour toutes les familles, parce que je veux que chaque enfant de France ait les mêmes chances. Et tu le disais, il faut acquérir les fondamentaux, oui. Et moi, je suis favorable à un examen avant l'entrée en 6e, qui permettra d'identifier les élèves qui ont besoin de remédiation en 6e. L'idée, c'est pas de leur bloquer l'accès à la 6e. Ils rentreront au collège, mais dans une 6e de consolidation, où on leur remettra des heures de français, des heures de maths, un suivi personnalisé, parce que ça sert à rien d'apprendre l'anglais et la physique si on ne maîtrise pas les règles de 3 et sa propre langue. Et les maths et le français seront mes grandes causes pédagogiques nationales. Voilà. On ne peut pas laisser baisser le niveau sur ces sujets-là. Voilà. Et sur l'autonomie des universités, ben là, tu prêches une archi convaincue. Je veux l'étape 2 de l'autonomie universitaire. Le problème, alors c'est spectaculaire. On a un président candidat, parce qu'il est candidat en réalité, et qui, dans sa campagne, propose le contraire de ce qu'il a fait comme président de la République. Sur l'université, nous, on avait mis les moyens et l'autonomie. Étape 1. Là, aujourd'hui, nous avons 12% de moyens en moins par étudiant dans les universités. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron pour la jeunesse. 12% de dépenses en moins pour les universités et évidemment, zéro réforme, c'est-à-dire zéro autonomie supplémentaire. Donc, zéro moyen, zéro réforme, ça c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Les moyens et la réforme, ce sera notre politique. Et évidemment, il y a l'immobilier. Il faut que les universités puissent maîtriser leur parc, puissent créer des cités étudiantes, des vrais campus. Et puis, il y a aussi la question des recrutements. Aujourd'hui, un directeur général d'université, il doit être validé par le ministre. Donc, il faut faire l'étape 2 de l'autonomie. Voilà. Donc, complètement d'accord avec vous là-dessus.